Bienvenue à tous pour ce numéro exceptionnel d'International, numéro de rentrée, puisque nous sommes ici au Brésil où nous reçoit le président brésilien Lula. Monsieur le Président, bonjour et merci de nous accueillir chez vous ici à Brasilia. Alors avant de vous interroger avec Bruno Darou pour Radio France Internationale et Jean-Pierre Langelier pour Le Monde, en quelques mots, je voudrais rappeler votre parcours exceptionnel puisque vous étiez vendeur de rue à 10 ans, ouvrier dans la métallurgie à 14 ans. Ensuite, vous avez mené une vie de lutte syndicale, ce qui vous a valu d'ailleurs quelques séjours en prison. En 1980, vous avez fondé votre parti, le Parti des Travailleurs. Vous avez été 3 fois candidat à la présidentielle. Et en 2002, vous avez été élu. C'était la 4e tentative, la bonne. Vous avez été réélu en 2006 et vous êtes président jusqu'en décembre 2010. Alors, vous êtes aujourd'hui, président Lula, à la tête d'un pays qui compte de plus en plus sur la scène internationale. 200 millions d'habitants bientôt, et le Brésil est classé à peu près 9e ou 10e puissance économique mondiale. Alors, si vous le permettez, Monsieur le Président, on va commencer par l'actualité franco-brésilienne, puisque demain vous accueillez ici à Brasilia le président français Nicolas Sarkozy, des relations sans nuages entre les deux pays. Vous avez parlé, le président Sarkozy et vous, de 2 partenaires stratégiques. Alors, j'ai envie de vous demander, dans ce monde globalisé d'aujourd'hui, est-ce que la France et le Brésil partagent la même vision du monde? Olha, primeiro, bom dia. Bonjour. Dizer para vocês que J'aimerais tout d'abord vous dire que le Brésil et la France ont beaucoup de choses en commun. Historiquement, le peuple brésilien s'est toujours bien entendu avec les Français et historiquement, les Français se sont toujours bien entendus avec les Brésiliens. Je pense qu'à la fin du gouvernement Chirac, nous avons fini de perfectionner les relations entre la France et le Brésil et le président Sarkozy a mis l'accent sur le besoin pour ces nos deux pays de s'entendre et de produire dans un partenariat stratégique parce que nous devons être ensemble, donner beaucoup de force à notre relation bilatérale et avoir des relations très fortes aussi dans le cadre multilatéral. Le président Sarkozy, par exemple, a défendu dès le premier jour de son mandat un changement au Conseil de sécurité de l'ONU et que le Brésil soit un des membres de ce Conseil. Le président Sarkozy a défendu le fait que le G8 soit supprimé et que l'on crée le G13, le G14. Moi, je défends le G20 comme le seul forum international. Et maintenant, nous sommes en train de monter un partenariat stratégique très intense. Nous avons monté un plan stratégique pour une politique de défense nationale. Et autour de ce plan, nous sommes en train de construire une politique stratégique avec la France afin que nous puissions signer des contrats concernant des sous-marins, des hélicoptères, et nous discutons aussi avec la France. Oui. Vous parlez d'hélicoptères, vous parlez de sous-marins, on parle aussi d'avions de chasse pour votre armée de l'air. Est-ce que le Brésil va acheter les fameux Rafales de Dassault, les 36 Rafales qui sont un contrat qui pourrait se signer entre la France et le Brésil? Nous sommes en ce moment en train d'étudier la question. Dans les prochains jours, je me réunirai avec le ministère de la Défense et le commandant de l'aviation. Le Brésil passe par une phase dans laquelle il doit prendre des décisions et tout le monde sait que l'une des exigences que fait le Brésil, c'est d'avoir accès à la technologie. Nous ne pouvons pas acheter un avion de chasse dont on ne détiendrait pas la technologie. Et c'est justement parce que nous rêvons de produire une partie de cet avion au Brésil. Nous avons une grande entreprise qui est capable de le faire. Et je pense que dans les conversations, les discussions avec le président Sarkozy, que ces discussions avancent très rapidement. Nous sommes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Nous avons une relation de confiance et nous sommes d'accord pour dire que le Brésil et la France doivent construire des partenariats toujours plus forts. Alors justement, Monsieur le Président, Nicolas Sarkozy, le président français, sera là donc demain à Brasilia. Est-ce que vous allez annoncer votre décision concernant ces Rafales à l'occasion de la venue du président Sarkozy à Brasilia?
Olha, se eu tivesse que anunciar... Si je devais l'annoncer, je ne pourrais pas l'annoncer la veille. Je dois donc continuer les conversations avec le président Sarkozy. Ce que je peux vous dire, c'est que nos discussions sont très avancées et je pense que nous arriverons à bon terme avec la France. Sur ce thème, ainsi que sur d'autres. Par exemple, il n'est pas explicable que le Brésil et la France aient une balance commerciale de seulement 8 milliards de dollars. Nous pourrions avoir une balance commerciale de 20, de 30 milliards de dollars. Et vous voyez bien, la France a pour nous une signification très grande. C'est le seul pays européen qui a une frontière avec le Brésil. C'est le seul pays européen dont une partie de son territoire se situe en Amazonie. J'espère, moi aussi, que nous signons le contrat qui nous permettra de faire de la recherche sur la biodiversité en Amazonie, parce que l'humanité, à l'heure actuelle, a besoin que l'on s'occupe avec beaucoup d'attention de l'Amazonie et que l'on en tire, qu'on lui donne la possibilité à sa biodiversité. Jean-Pierre Langelier pour Le Monde. Un peu sur les rafales. Cela veut dire donc que le président Sarkozy repartira sans que la décision ait été prise avant par le gouvernement brésilien. Non sei. Je ne peux pas vous répondre. Et vous comprenez bien en tant que journaliste, et je comprends bien votre rôle aussi, mais vous devez comprendre le mien. Il s'agit d'un sujet extrêmement délicat. Un accord de cette envergure engage beaucoup de fonds, engage des transferts de technologies. Il y a d'autres concurrents. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans un moment exceptionnel de conversation et de discussion avec la France. Si je vous en disais plus, je serais en train de vous avancer sur un thème sur lequel je ne peux pas parler. Des concurrents américains. Alors est-ce que dans cette concurrence légitime, notamment entre Américains et Français, la France est plutôt bien située par rapport aux concurrents américains qui peuvent être très convaincants, on va dire? Il n'y a pas que le concurrent américain, il y a un concurrent anglo-suédois et nous avons de bonnes relations avec eux aussi. Laissez-moi parler clairement. Pour nous, l'achat de ces avions de chasse a une composante qui est sacrée pour le Brésil. Transfert de technologie et possibilité de fabriquer une partie des avions au Brésil. Et ça, la France propose ça, propose le transfert de technologie. Le concurrent qui sera disposé à faire cela sera beaucoup plus proche de signer un accord avec le Brésil et vous savez sans doute quel est le concurrent qui est le plus proche du Brésil. Monsieur le Président, à propos d'armée et de défense, la Colombie veut autoriser les États-Unis à utiliser 7 bases colombiennes. Quelle est la position du Brésil concernant cette question ? La position du Brésil, tout d'abord, est de respect de la souveraineté colombienne. Nous ne nous mêlons pas de la souveraineté des autres pays. Ce que nous demandons aux Colombiens, et j'ai personnellement appelé le président Obama à ce sujet, c'est que dans le traité, il soit explicitement écrit que la mise en place de la base en Colombie ne concerne que le territoire colombien et ne concernera pas les territoires des autres pays. Un traité de droit international qui permette à tout pays qui se sentirait en droit de le faire de contester ce traité ou de protester contre lui. Je pense que nous allons arriver à un accord parce que lors de la dernière que nous avons fait, la réunion a commencé un peu chaude et finalement nous avons réussi à signer un document tout à fait correct. Et je pense que nous sommes arrivés à un entendement. Ce que nous voulons, c'est la paix en Amérique du Sud, la tranquillité en Amérique du Sud. Ces bases américaines en Colombie existent depuis longtemps. Il me semble que la première date de 1952 ou de 62. Ce que nous ne voulons pas, c'est que ces bases permettent aux avions américains d'atteindre les autres frontières. Vous accordez beaucoup d'importance à la stabilité régionale, donc en Amérique du Sud. Est-ce que vous ne craignez pas tout de même que vous soyez entrés en Amérique du Sud dans une sorte de course aux armements? Non. Veja, a América do Sul, ela precisa
L'Amérique du Sud doit tout d'abord grandir économiquement, consolider son processus démocratique, avoir des politiques de distribution des revenus pour améliorer la vie de ses populations. Et tous les pays ensuite doivent s'occuper de leur défense. Prenons le cas du Brésil. Dans le cas du Brésil, qui a 8,5 millions de kilomètres carrés, qui seulement en forêt amazonienne à 350 millions d'hectares, et qui maintenant vient de découvrir un grand gisement de pétrole au fond de la mer. Nous devons nous protéger. Nous devons avoir une politique de défense qui garantisse la tranquillité du peuple brésilien. Vous êtes menacé? Non, je suis convaincu que le Brésil et que les autres pays doivent avoir un système de défense qui garantisse la tranquillité de chacun de leurs peuples. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour le Brésil, c'est vrai pour tous les autres pays. Nous ne voulons pas nous préparer à avoir un système de défense pour la guerre. Ce que nous voulons concrètement, c'est d'avoir un système de défense qui donne tranquillité au Brésil de s'occuper et de protéger ses richesses naturelles, ses richesses minérales, pour que nous puissions avoir plus de souveraineté. Au bout du compte, un pays comme le Brésil, qui n'aurait pas un bon système de défense, serait un pays sans protection, sans sécurité. Et en Amérique du Sud, vous pouvez être certain que nous voulons la paix et que nous allons construire la paix en Amérique du Sud, parce que nous avons appris une leçon. En temps de guerre, quand il faut dépenser beaucoup d'argent avec la guerre, on n'a pas le temps de développer l'éducation, la santé, la création d'emplois, la distribution de revenus. Et nous avons déjà perdu tout le XXe siècle, nous n'avons plus le droit de perdre le XXIe siècle. Donc, le Brésil tient absolument au maintien de la paix dans notre pays. Pour rester un peu sur la région, par sa superficie, par son poids, par sa puissance économique, le Brésil peut prétendre avoir la crédibilité de jouer un rôle d'intermédiaire entre les pays voisins, ceux qui sont en conflit. Est-ce que le Brésil souhaite jouer ce rôle de médiateur et est-ce qu'en le jouant, il ne risque pas de temps en temps d'incommoder un peu ses voisins plus petits ? Tout d'abord, le Brésil ne veut pas jouer le rôle d'intermédiaire. Personne ne se propose comme intermédiaire. On est invité. Et si le Brésil est invité à jouer l'intermédiaire, très certainement il l'acceptera. Ce qui est important, c'est que nous ne vivons pas ici dans une zone de conflit. Le conflit est beaucoup plus verbal qu'autre chose. Quand le président du Paraguay, le compagnon Lula ou le compagnon Evo a des points de désaccord avec le Brésil, au lieu de me fâcher avec lui, je vais discuter avec lui pour résoudre ce point de divergence. J'ai participé à la dernière réunion de l'UNASUL, j'ai eu des conversations bilatérales avec plusieurs présidents et je suis absolument certain que ce que tout le monde veut, c'est la paix, la tranquillité pour pouvoir grandir, croître économiquement et se développer. Alors, pour le Brésil, donc pas de rôle d'intermédiaire. Est-ce que le Brésil, de par sa taille et sa puissance, pourrait être en revanche une sorte de pays leader sur le continent sud-américain et aller vers une organisation un peu comme l'Union européenne, regroupant les différents États d'Amérique du Sud? Je n'aime pas beaucoup le mot leader. Normalement, on utilise ce mot quand le pays est grand, quand le pays est riche, quand le pays est armé, très armé. Le leader, en vérité, c'est celui qui est choisi par ceux qui sont dirigés pour remplir une tâche déterminée. J'ai une relation extraordinaire avec tous les présidents d'Amérique du Sud, d'Amérique latine et du monde. Je me considère comme un homme qui a des rapports de sympathie avec tout le monde. Évidemment, les personnes considèrent le Brésil comme une référence, mais en même temps, du fait que le Brésil est la principale économie du continent et a la population la plus importante du continent, nous devons faire attention à ne pas transmettre l'idée que le Brésil prétend à une certaine hégémonie. Ce que nous voulons, c'est construire un rapport de partenariat
et que le résultat de cette relation soit la confiance, une relation de décision commune entre nous. Nous avons créé l'UNASUL il y a peu de temps. L'Union européenne a mis presque 50 ans pour arriver où elle en est. Nous avons très peu de temps de vie. Nous allons y arriver. L'année prochaine, il va y avoir l'élection du Parlement du Mercosur. Ensuite, nous allons construire le Parlement latino-américain. Nous allons avoir le même débat que vous avez eu en Europe. Et bientôt, nous pourrons discuter de façon très civilisée et très démocratique. Et je dirais même très productive pour notre peuple. Le temps passe, donc je voudrais aborder la question très importante de la crise mondiale, cette crise d'abord financière, économique et aussi sociale dans beaucoup de pays. D'abord, votre sentiment, une question très simple, en tout cas dans la formulation. Est-ce que vous pensez que le plus dur de la crise est passé derrière nous? Je pense que oui. Dans le cas du Brésil, le pire est déjà passé. Nous avons été atteints par la crise en dernier et nous en sortons en premier. Je sépare la crise en deux moments. Le premier moment, les subprimes aux États-Unis, et dans un deuxième moment, la chute de Lehman Brothers qui en a fini avec les crédits dans le monde. Le Brésil a pris toutes les mesures qui étaient nécessaires. Les chiffres de l'économie brésilienne sont très prometteurs pour ce dernier quadrimestre et très prometteurs aussi pour 2010. Nous pensons que l'économie brésilienne va continuer à croître au rythme de 5% l'année prochaine. J'ai aussi reçu des nouvelles selon lesquelles aux États-Unis les choses s'amélioraient et en Europe aussi. Si on a fini de s'enfoncer et qu'on se stabilise déjà, c'est déjà une très bonne affaire. Ce que nous avons besoin de faire maintenant, c'est d'utiliser le G20 pour prendre les décisions que les présidents n'avaient pas prises jusqu'à présent. Tout d'abord, il faut réguler fortement le système financier mondial. Le système financier ne peut pas servir de levier à des crédits au-dessus de son patrimoine. Vous parlez de réguler le système financier mondial. Monsieur le Président, est-ce que vous pensez qu'on peut moraliser le système financier international? Vous y croyez? Je crois et j'y crois parce que la crise économique a prouvé que l'État doit recommencer à exercer un rôle important. Non pas cet État qui administre toutes les choses, mais un État qui est inducteur et un État qui surveille. Un État qui surveille le système financier comme il surveille le monde du travail. Un État qui se préoccupe, qui s'inquiète avec la même attention du système financier que les autres secteurs de la société. Le secteur financier ne peut pas continuer à bresser des milliards et des milliards et des milliards de dollars et d'euros dans le monde sans créer un seul poste de travail. Les personnes doivent apprendre que le système financier doit exister pour encourager, inciter le secteur productif et non pas pour vivre de spéculation. Des gens qui vivent sur des transactions de papier sans avoir pour résulter la moindre paire de chaussures ou la moindre veste de costume. Donc je pense que ces discussions vont apparaître de façon très forte lors du prochain G20. Ce que je ne veux pas, c'est que la crise diminue, que les personnes s'accommodent et restent tout en l'état. Nous devons profiter de la crise pour changer la logique de l'économie mondiale. Très brièvement, ça veut dire que le rendez-vous de Pittsburgh sera en fait le troisième après Washington et Londres concernant le G20. Ça veut dire que les décisions qui ont été prises jusqu'à présent pour vous sont insuffisantes concernant l'encadrement du système bancaire et financier. Je pense qu'elles sont suffisantes à chaque fois qu'on discute, par exemple, des paradis fiscaux. On marche sur des œufs, on marche sur quelque chose de très délicat. Quand on parle de paradis fiscaux, on parle des îles Caïmans, mais on parle aussi de la Suisse, et on parle aussi de l'Uruguay. Donc nous avons des problèmes politiques sérieux à résoudre. Mais nous devons démocratiser définitivement le FMI. Nous devons faire en sorte que la Banque mondiale recommence à avoir de l'argent à prêter aux pays pauvres et nous devons contrôler
l'utilisation des ressources du système financier pour que l'histoire des subprimes ne recommence pas. Et puis, il faut régler l'histoire des subprimes. Il faut leur dire, les personnes peuvent avoir de l'argent à la banque, hein, vous savez. Tout le monde sait que cet argent existe, ils payent des impôts. Ce qu'on ne peut pas, c'est avoir deux systèmes financiers. Un légal, des citoyens honnêtes qui payent leurs impôts, et l'autre illégal, que les voleurs du monde entier ou les voleurs du monde entier déposent leur argent. Ce n'est pas possible. Je vous interromps quelques secondes. On a une petite pause pour laisser passer une page d'information. On se retrouve dans 2 minutes. Merci. Voilà, nous nous retrouvons ici à Brasilia avec notre invité exceptionnel de ce numéro de rentrée, le président brésilien Lula. Alors, Monsieur le Président, nous parlions à l'instant du G20. On a parlé beaucoup dans les années passées du G8. Alors, le G8 qui ne regroupe ni la Chine, ni l'Inde, sans le Brésil, pour ne pas en citer d'autres. Pour vous, cette institution doit disparaître. Le G8, tel qu'il fonctionnait jusqu'ici, n'est plus adapté au monde de 2009 ? Je pense que le G8 n'a plus aucune raison d'être. Pensez qu'on va discuter les destinées de l'économie du monde sans tenir compte de l'existence de la Chine, sans tenir compte de l'existence de l'Inde, ni du Brésil, du Mexique ou de l'Afrique du Sud. C'est penser que le monde d'aujourd'hui est le même que celui de 1950 ou de 1970 ou de 80. Et ce n'est pas le cas. Il ne l'est plus. Le G8 est devenu un club de copains. Ça fait 35 ans qu'ils se rencontrent, mais je ne vois aucune possibilité pour le G8 de prendre une décision sans tenir compte de l'existence des BRICS. Les BRICS, il faut préciser pour nos téléspectateurs que les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Petite parenthèse. Oui, les BRICS, Brésil, Chine, Inde et Russie, oui, mais il y a d'autres pays importants dans le monde. Ce qui me semble important, et le président Sarkozy a souvent mis l'accent là-dessus, c'est qu'il a dit, à la réunion des G13 et du G20, qu'il ne voit plus aucun sens dans l'existence du G8. Le G8, par la logique économique du monde, par la nouvelle géopolitique mondiale et par la mondialisation de l'économie, n'a plus aucune raison d'être. Du G8, du G13, mais il y a aussi le G192. Le G192, c'est l'ONU. L'ONU existe, alors l'ONU ne sert à rien. Vous qui voulez faire partie du Conseil de sécurité? Moi, voyez bien, je défends l'idée que l'ONU devrait avoir des mécanismes pour se transformer en un grand forum pour débattre de la crise. Évidemment, si tous les débats devaient se dérouler à 192 ou à 200 personnes, la décision sera beaucoup plus difficile à atteindre. La donnée concrète, c'est qu'il faut réunir les pays qui économiquement sont les plus forts sur chaque continent et qui ont une influence économique sur les autres pays pour créer un forum qui permettra d'avoir les premières discussions. Moi, je suis en faveur que l'on écoute tous les pays, du plus petit au plus grand. Mais le G20, en vérité, c'est un forum de référence pour les 20 plus grandes économies du monde pour qu'elles puissent décider de certaines choses dans le domaine économique. Mais le G20 doit savoir qu'il faut donner droit de parole à tous les pays parce que le problème concerne tout le monde. Une décision qui intéresse le Brésil, la France ou les États-Unis peut ne pas intéresser la Martinique, peut ne pas intéresser la Guinée-Bissau. Et il faut donc démocratiquement être juste et donner un espace pour que ces pays puissent parler. C'est pour cela que j'ai proposé à Ban Ki-moon lors de notre réunion au Japon que l'ONU soit le grand forum de débat sur la crise économique.
Il y a aussi au sein de l'ONU le fameux Conseil de sécurité. Pour le moment, c'est un G5 qui reflète l'état du monde en 1945. Certains dirigeants, comme le président Sarkozy d'ailleurs, disent qu'il faut élargir ce Conseil de sécurité. Le Brésil serait un des candidats à cet élargissement du Conseil de sécurité, mais les choses semblent très compliquées. C'est très compliqué d'ouvrir la porte du Conseil de sécurité. Est-ce que vous avez espoir que le Brésil puisse assez rapidement rejoindre le Conseil de sécurité? Est-ce qu'il faut le faire? Le Conseil de sécurité a été créé pour répondre à une réalité qui suivait la guerre. Je crois que si on regarde la carte du monde, si on regarde la géographie économique et la géographie politique, nous allons voir que le monde de 1948 est très différent du monde de 2010. Ce que nous proposons, c'est que l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU soit élargi et que les continents y soient mieux représentés. Il n'y a personne d'Amérique latine, il n'y a personne d'Asie, il y a la Chine, mais on n'a pas le Japon. On n'a pas l'Allemagne. Un pays comme le Brésil n'y est pas, un pays comme l'Inde n'y est pas. Donc le Conseil de sécurité est peu représentatif. Ce que nous voulons, c'est qu'il soit représentatif par continent, c'est-à-dire qu'il soit élargi, et qu'on en finisse avec ce droit de veto. Un pays tout seul ne peut avoir un droit de veto sur les autres. Sinon, au bout du compte, tous les pays sont souverains, ils sont égaux. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre une décision et qu'un pays tout seul ait le droit de veto? La Chine, on le veut, mais pas le Japon. L'Italie ne veut pas l'Allemagne. Mais il y en a qui ne veulent pas le Brésil, mais jusqu'à présent, le Conseil de sécurité est très peu représentatif. Il prend des décisions qui ne sont pas appliquées, qui ne sont pas respectées. Ce que nous voulons, c'est que le Conseil de sécurité corresponde à la réalité politique du XXIe siècle. C'est fini le XXe siècle. Vous êtes fixé un objectif dans le temps pour obtenir la place du Brésil dans le Conseil de sécurité. Vous pensez que vous y arriverez durant la durée de votre deuxième mandat? Je ne sais pas. Il y a des moments où je pense que j'en suis très près et il y a des moments où je pense que j'en suis très loin. Parce que ça dépend beaucoup de deux pays, la Chine et ça dépend surtout des États-Unis. Vous savez, les Américains, quand Bush était président, il me disait qu'il serait d'accord, mais il fallait un peu de temps, mais il n'a jamais pris l'initiative. Les Chinois disent aussi de temps en temps qu'ils sont d'accord, mais en fait, ils ne prennent aucune initiative parce qu'ils ne veulent pas que le Japon y entre. Donc, la pression augmente. La pression augmente. Ça sera peut-être pas dans un an, mais vous pouvez être certain, vous êtes très jeune encore, et vous allez voir un jour un Conseil de sécurité démocratisé, et l'ONU recommencera à exercer un rôle plus important dans la résolution des conflits dans le monde. Le président Obama n'a pas pris d'engagement envers vous. Ainda não. Je n'ai pas encore parlé avec le président Obama sur ce thème. Nous allons très certainement en discuter. Nous avons un G4 qui est un partenariat entre le Japon, l'Inde, le Brésil et l'Allemagne que nous revendiquons. Il ne s'agit pas de faire rentrer les quatre. Qu'est-ce qu'on veut exactement? D'abord, il faut prendre la décision de réformer ou non le Conseil de sécurité. Quand on aura décidé de le réformer, il faudra établir quels sont les critères. Et à ce moment-là, on pourra commencer à discuter quels seront les continents et quels seront les pays qui en feront partie. Il y a un autre grand enjeu de notre époque, c'est la question du climat. Je voudrais d'abord vous demander ce que vous pensez de cet alarmisme de certains qui pensent que vraiment la situation climatique mondiale est catastrophique. Est-ce que vous partagez ce pessimisme? En décembre de l'année dernière, le Brésil a approuvé son plan national de politique climatique. Le Brésil a des responsabilités dans ce débat, car nous possédons 12% de l'eau potable du monde, nous avons le plus grand potentiel de forêt tropicale du monde, et l'Amérique du Sud a un énorme potentiel, parce que l'Amazonie englobe le Brésil, le Pérou, le Venezuela, et la Bolivie, et plus l'Équateur. Donc c'est un potentiel énorme dont il faut s'occuper avec beaucoup de soin. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Agora, veja, tantos países que têm floresta para proteger. Autant les pays qui ont des forêts à protéger
ont des forêts, ont des responsabilités, mais que les pays plus industrialisés, qui doivent payer pour la protection et pour la préservation, et qui doivent s'engager à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Cela présuppose qu'à un moment ou un autre, il faudra discuter du concept de production et de consommation des pays développés. Parce que tous ne doivent pas payer la même chose. La Chine ne doit pas payer pour son émission de gaz ce que payent les États-Unis, qui sont industrialisés depuis beaucoup plus longtemps. Le Brésil n'a pas à payer ce que paye la France ou ce que paye l'Angleterre, qui sont industrialisés depuis beaucoup plus longtemps. Donc, il me semble que nous allons à Copenhague pour arriver à un accord et pour que tout le monde le signe. Non pas comme l'accord de Kyoto, qui n'a pas été signé par les États-Unis. Nous devons signer parce que les changements climatiques sont de plus en plus réels et il est de plus en plus vrai que nous devons mieux nous occuper de notre air, de notre eau et de notre forêt. Je pense aussi que l'ONU doit contrôler. Il doit y avoir une institution multilatérale qui dise que la France pollue trop, qui dise que le Brésil pollue trop, que les États-Unis polluent trop et qu'il faut diminuer de temps la pollution. S'il n'y a pas une institution multilatérale et que chaque pays travaille à peine sur ses propres objectifs, on va continuer à avoir des divergences. Il faut une organisation mondiale de l'environnement, comme le demande Nicolas Sarkozy. Vous êtes tous les deux d'accord sur cette question ? Oui, je crois, et je pense que cette organisation doit être liée à l'ONU. Elle ne doit pas être en dehors du système de l'ONU. Parce que quand on va arriver à Copenhague, et savoir que les émissions de gaz à effet de serre partent dans chaque pays. Savoir quel est le potentiel de séquestration de carbone dans chaque pays. Parce qu'à ce moment-là, on peut faire un accord combiné, un accord sur la création d'un fonds pour aider à la séquestration de carbone, et en même temps avoir un accord pour que les pays qui ont le plus d'émissions de gaz à effet de serre puissent diminuer cette émission. On pourra même établir des objectifs, des cibles. Votre ancienne ministre de l'Environnement, Madame Marina Silva, a quitté votre gouvernement, a quitté votre parti en vous reprochant de ne pas faire assez en faveur de l'environnement, et notamment en Amazonie. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Tout d'abord, elle n'a jamais dit cela. À aucun moment, elle ne l'a dit. Elle a laissé le gouvernement parce qu'elle l'a souhaité. Elle a demandé elle a posé 2 fois sa démission tant qu'elle était ministre de l'Environnement. Elle a approuvé tout ce qu'elle voulait. Le gouvernement a fait tout ce qu'elle demandait. La raison pour laquelle elle a quitté le gouvernement, elle me l'a expliqué dans une lettre et à aucun moment elle n'a dit ce que vous disiez. Notre gouvernement a fait tant de choses en faveur de l'environnement. Je suis certain qu'aucun pays voisin n'a fait autant. Avec les chiffres d'aujourd'hui, cette année, l'Amazonie a connu la déforestation la plus faible des 20 dernières années. Nous avons des problèmes parce que nous devons développer l'Amazonie. Il y a 20 millions d'habitants qui vivent en Amazonie qui veulent avoir accès aux mêmes biens matériels que nous avons. Il faut faire donc un jeu combiné. Il ne faut pas transformer l'Amazonie en un sanctuaire de l'humanité. Je dois savoir exploiter correctement le potentiel de développement qu'a l'Amazonie, dans les zones où on peut avoir des industries propres, comment faire une gestion correcte de la forêt pour pouvoir profiter des richesses de l'Amazonie pour notre peuple. Et le Brésil a de grandes responsabilités là-dedans. Nous sommes grandement responsables. Nous avons approuvé le programme Amazonie durable, un programme agroécologique pour la canne à sucre. Nous allons faire la même chose pour l'huile de palme. Nous avons une politique de récupération des terres dégradées. Nos devoirs à la maison, nous allons les faire et nous les ferons correctement. Nous sommes un pays qui a le plus grand pourcentage d'énergie propre, que ce soit de l'énergie électrique. Nous sommes le seul pays qui utilise 25% d'éthanol dans son essence. Ce que nous demandons, c'est que le monde riche en fasse de même, qu'il fasse les pas importants qui nous permettront de résoudre le problème. Parce qu'il faut aider à développer l'Afrique, il faut aider à développer les pays les plus pauvres. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est avoir un monde riche qui reproche
au monde pauvre et le monde pauvre sans aucune chance de se développer. C'est un débat qui va se dérouler à partir de Copenhague, au G8, au G20, au G13, au 14. Dans tous les endroits, nous débattrons de ce thème avec beaucoup de clarté, car le Brésil veut donner sa contribution au monde. Vous arrivez au terme de votre deuxième mandat. Sur ce domaine de la politique de l'environnement, vous avez évoqué tous les points positifs. Quels seraient quand même les points où vous diriez, ben là, on n'a pas fait tout à fait ce qu'on voulait en termes d'environnement, on aurait pu faire mieux? Et je peux continuer la question en disant que le problème central de l'Amazonie, c'est l'élevage. Et vous ne croyez pas que tant que l'on peut avoir accès à la forêt pour développer l'élevage, que cet accès est libre, il y aura une déforestation rapide de l'Amazonie? Deixa eu dizer uma coisa para você. Laissez-moi vous dire quelque chose de façon très respectueuse et très sincère. O que as pessoas precisam compreender Ce que les gens doivent é que nós comprendre, conhecemos o território c'est que nous brasileiro connaissons le territoire brésilien comme personne e que d'autre. se há algum tempo Et atrás que s'il y a essa quelque questão temps, ambiental não tinha no Brasil, la question de l'environnement n'avait pas la force qu'elle a aujourd'hui. ela Aujourd'hui, está la question de l'environnement mas muito discutida com o governo très, brasileiro très e a discutée sociedade brasileira. par le gouvernement brésilien avec la société brésilienne. Et bien entendu, il s'agit d'un processus d'éducation. Nous voulons nous occuper de la zone qui permettra de faire pousser du soja, de l'huile de palme, des zones où l'on plantera de la canne pour l'éthanol. Mais Da nossa soberania, nous para que a gente sommes tome conta do nosso território. nous voulons conserver notre souveraineté pour nous occuper de notre territoire. Et nous allons le faire avec beaucoup de soin, car le Brésil prétend être un modèle et un exemple pour le monde dans les questions environnementales. Vous en avez assez qu'on vous donne des leçons. Não, veja, é porque de vez em quando eu viajo muito o mundo. Vous savez, je voyage beaucoup dans le monde et de temps en temps, des gens qui ont déjà déboisé complètement leur pays donnent leur avis sur le Brésil. Quando, na verdade, Alors qu'en vérité, ce que nous voulons, c'est protéger la forêt não amazonienne, apenas pelo debate pas seulement à cause du débat international, mais parce que nous ne connaissons même pas les richesses de la biodiversité qui existent en Amazonie. Nous ne connaissons pas tous les bénéfices qu'elle peut offrir à l'humanité dans la production de l'industrie pharmaceutique. C'est pour ça que j'ai proposé au président Sarkozy de créer un institut de recherche sur la biodiversité, puisque la France a aussi une partie amazonienne, pour que nous puissions montrer le potentiel de développement à l'industrie pharmaceutique qui existe en Amazonie. Et protéger la forêt, pour nous, ça veut dire l'utiliser de façon correcte, faire une gestion correcte de la forêt, et le Brésil a beaucoup de spécialistes dans le domaine. Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure de production pétrolière. Le Brésil a découvert dernièrement d'importants gisements en eau profonde. Est-ce que ça veut dire que le Brésil a intérêt, dans les prochaines années ou dans les prochains mois, à devenir membre à part entière de l'OPEP, des pays exportateurs de pétrole? Est-ce que vous le souhaitez? Não. Não. Pourquoi non? Porque Non. o Brasil, veja, o Brasil não quer ser um exportador. Le Brésil ne prétend pas être un exportateur de pétrole brut. De derivados do petróleo. Le Brésil va exporter des dérivés du pétrole. Nous voulons raffiner le pétrole au Brésil. Nous voulons créer une industrie pétrochimique au Brésil. Porque dá mais dinheiro, Nós não vamos participar, sabe, e nenhum nous n'avons aucun intérêt à participer à l'OPEP. Ce que nous voulons, c'est profiter aproveitar a descoberta do pardon, pré-sal para que a le gente gisement, faça le nouveau gisement, pour créer une grande industrie pétrolière au Brésil, une grande industrie navale au Brésil, pour avoir un grand pôle pétrochimique au Brésil. Et quand nous avons décidé de créer un fonds grâce à l'argent retiré du pétrole, c'est parce que nous voulons régler des problèmes brésiliens. La question de l'éducation, la question de l'innovation technologique, la question culturelle, la question de l'environnement et la question de la pauvreté dans ce pays. C'est un fonds E nós precisamos resolver os problemas. et nous devons régler ces Pourquoi le problèmes. Brésil est-il tant en retard dans le domaine de l'éducation? Possivelmente porque não se cuidou da Probablement parce qu'on ne s'est pas occupé de l'éducation quand on devait le faire. Je vais vous donner un exemple de ce que nous faisons depuis 8 ans. Nesses 8 anos,
Pendant ces 8 années, nous avons déjà construit 12 universités fédérales nouvelles. Nous avons fait 105 centres universitaires pour des facultés nouvelles dans les 4 coins du pays. Nous avons créé des centaines, 214 écoles techniques. Et quand je dis 214 écoles techniques, il faut vous rappeler qu'en 100 ans, on n'en avait construit que 140. Et moi, en 8 ans, j'en ai construit 214. Et je vais utiliser l'argent du pétrole pour m'occuper de l'éducation parce que je pense que l'éducation, c'est ce qui va garantir le futur du Brésil. Le pétrole a une fin, mais si le peuple est bien formé, bien qualifié, le Brésil ne souffrira plus jamais de ses retards. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, qu'il fallait en quelque sorte renationaliser une partie de l'industrie pétrolière, une décision qui est critiquée par certains. Le Brésil a fait ce que tout le monde qui possède du pétrole a fait. On fait la concession de pétrole quand on a des zones de risque. Mais quand il n'y a plus de risque, le pétrole est là, on sait qu'il est là. L'État brésilien devait prendre la responsabilité, car ce pétrole est la chance que possède le Brésil. C'est de garantir qu'il appartienne au peuple brésilien et qu'il se transforme en bénéfice pour toute la population brésilienne. Pour moi, il était essentiel de profiter de ce pétrole, pas pour le vendre en vrac, mais pour garantir au peuple brésilien que dans quelques années, pour lui permettre d'être un peuple mieux formé, avec plus d'emplois, de meilleurs salaires, et le Brésil, et que le Brésil soit entre les plus grandes économies du monde. Une question importante sur l'Iran aussi dans l'actualité. Est-ce que vous êtes favorable à de nouvelles sanctions contre l'Iran? Et est-ce que vous pensez, en sous-question, que l'Iran essaye réellement de développer l'arme nucléaire? Je pense qu'il y a beaucoup de sanctions et pas assez de conversations. Il faut parler plus. On ne peut pas encercler un pays qui a 80 millions d'habitants si les grands dirigeants ne l'appellent pas pour une grande discussion. Moi, je défends pour l'Iran ce que je défends pour le Brésil. Le Brésil a dans sa constitution la non-utilisation d'armes nucléaires. C'est le seul pays au monde qui est dans sa constitution. Ce n'est pas la volonté de son président de la République, le président Lula, c'est la volonté du peuple brésilien qui l'a inscrit dans sa constitution. Ce que je défends pour l'Iran, c'est la même chose. S'ils veulent faire de l'énergie nucléaire, qu'ils la fassent. Mais ce qu'ils ne peuvent pas, c'est l'utiliser comme instrument de guerre. Ma thèse, c'est qu'on ne peut pas permettre qu'il se passe avec l'Iran ce qui s'est passé avec l'Irak. Le gouvernement de l'Irak mentait, ne permettait pas la surveillance des armes chimiques. Le gouvernement américain disait qu'elles existaient alors qu'il savait qu'elles n'existaient pas. Il a fallu faire la guerre pour justifier les poursuites la poursuite des terroristes après l'attentat. Et c'est une guerre qui a été provoquée par un mensonge. Et le seul qui pouvait démentir, qui était Saddam Hussein, n'avait pas le courage de le faire parce qu'il avait menti à son peuple tout le temps. Donc il ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas d'armes chimiques. Donc il faut faire très attention. Il faut beaucoup parler à l'Iran. Je vais probablement me rendre en Iran l'année prochaine. Je vais recevoir le président de l'Iran pour discuter de ce qu'il me semble important de faire pour maintenir la paix dans le monde et pour que le monde reste en tranquillité. Donc, je pense que Sarkozy devrait parler à lui, je pense qu'Obama devrait parler avec lui, Gordon Brown devrait l'appeler pour parler, moi je devrais parler, tout le monde. Arrêter de punir des fonctionnaires de 3e échelon de l'ONU qui prennent des décisions de punir un pays qui va être de plus en plus encerclé, de plus en plus isolé, et il va être de plus en plus difficile d'arriver à un accord. Le président Ahmadinejad est le président légitimement réélu en Iran. Il n'y a pas de débat pour vous là-dessus. Lors des récentes élections, vous avez soutenu fermement le président Ahmadinejad. Okay. Était-ce vraiment nécessaire? Je ne sais pas d'où vous tirez cette information, mon ami. Vous avez même comparé les élections à un match de football. Laissez-moi vous dire une chose, en toute sincérité. Je n'ai pas vu le monde gêné quand le Bush a été élu pour la première fois.
Agora, o cidadão foi eleito. Un citoyen a été élu. Il y a des règles dans son pays. Si les règles ne répondent pas aux intérêts de l'opinion, ça c'est une lutte interne à l'Iran, c'est pas ma bagarre. Moi je ne veux que personne ne se mêle des élections du Brésil. Je ne me mêle pas des élections de la France. La France n'a pas à se mêler des élections Venezuela, et ni le Venezuela dans celles de la Colombie. Faisons en sorte que chaque pays règle ses problèmes sans la sagesse millénaire de ceux qui pensent qu'ils peuvent donner leur avis sur tout. Il y a eu un conflit électoral, c'est pas la première fois dans le monde, c'est pas le premier pays. Les institutions iraniennes doivent régler ce problème, c'est à elles de le régler. C'est pas le président Lula qui va dire c'est juste ou c'est pas juste, c'est bon, c'est pas bon. La donnée concrète, c'est qu'il y a eu une élection, qu'il y a eu un gouvernement et une opposition, et qu'il y a eu un résultat. L'opposition a protesté, mais comme dans beaucoup d'autres endroits au monde. Le temps passe très vite, votre compagnie, donc nous allons bientôt devoir terminer cette émission. Une toute petite question. Rio va accueillir les Jeux de 2016, vous en êtes à peu près sûr? Avec les voix des délégués français, oui. Je pense que Rio a un potentiel, a du potentiel. Il n'est pas bon que les Jeux Olympiques se déroulent pour la 8e fois aux États-Unis, 4 fois les Jeux Olympiques d'été, 4 fois ceux d'hiver, en Angleterre en 2012 et puis dans un autre pays d'Europe en 2016. C'est pas juste. Ce que nous pensons, c'est que le Brésil est prêt à faire une Olympiade extraordinaire dans ce pays. Je suis certain que nous allons pouvoir gagner. Pour la première fois, en tout cas, nous sommes prêts, préparés pour cela. Et j'espère recevoir les voix des Français, des Allemands, de tous. Même la compréhension du roi d'Espagne, j'espère l'avoir. Qu'elle puisse accueillir les Jeux en 2016. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup pour cette émission, pour cette interview. Merci de nous avoir accueillis ici à Brasilia. Merci à tous les deux. Merci aussi à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'International. Merci encore. Olha, eu quero agradecer e dizer para vocês que... J'aimerais vous remercier et vous dire que 30 ou 40 minutes, c'est toujours beaucoup trop peu pour tous les sujets que nous avons à discuter. Et puis, sans cet écouteur dans l'oreille, je serais beaucoup plus à l'aise pour vous répondre. Mais de toute façon, je pense que nous aurons l'occasion, j'espère que nous aurons l'occasion d'avoir d'autres interviews pour parler des Jeux Olympiques à Rio de Janeiro.